exposition environnementale et risque de cancer. On va attendre 1 ou 2 minutes pour que vous puissiez vous connecter. Bonjour à tous, donc bienvenue au webinaire sur les expositions environnementales et risques de cancer. On va démarrer dans 1 ou 2 minutes, le temps que vous puissiez vous connecter à la plateforme Zoom. Voilà, vous êtes un peu plus de 200 personnes inscrites, donc les personnes s'inscrivent progressivement. Bonjour à tous, on va démarrer ce webinaire sur les expositions environnementales et risques de cancer. Donc, à l'occasion des 10 ans du département prévention cancer-environnement du Centre Léon Bérard, nous vous proposons ce webinaire afin de faire le point sur les recherches menées dans ce domaine, vous sensibiliser sur les principaux résultats de recherche et échanger sur les mesures de prévention. Donc, on vous remercie de vous être inscrits à ce webinaire. Vous êtes plus de 200 participants. Ce webinaire est également diffusé en direct sur la page Facebook du Centre Léon Bérard. Il sera aussi disponible en replay sur les chaînes YouTube du Centre Léon Bérard. Alors, ce webinaire fait suite au colloque scientifique des 10 ans du département prévention cancer environnement du Centre Léon Bérard, qui a réuni en avril dernier plus de 300 professionnels et chercheurs du domaine. J'ai le plaisir de modérer ce webinaire. Je suis Julien Cartier, docteur en santé publique et responsable de l'information des publics au sein du département prévention cancer-environnement au Centre Léon Bérard, centre de soins, d'enseignement et de recherche basé à Lyon. Alors pour ce webinaire, vous aurez l'opportunité d'écouter et d'échanger avec plusieurs chercheurs. En premier, le professeur Béatrice Fervers, qui est professeure associée, médecin cancérologue au Centre Léon Bérard. Elle a dirigé pendant plus de 15 ans le programme national de recommandation pour la pratique clinique en cancérologie et l'information des patients pour les établissements de soins en cancérologie, intégrés ensuite dans les plans de lutte contre le cancer. Et depuis plus d'une dizaine d'années, est chef du département prévention cancer et environnement à Léon Bérard, chercheure et enseignante à l'Université Lyon 1 et actuellement directrice adjointe à l'équipe INSERM U1296, radiation, défense, santé et environnement. De Lyon. Le professeur Fervers collabore au développement de l'axe recherche en prévention du cancéropole Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, le CLARA, et a plusieurs groupes de travail et expertise à son actif au niveau européen, au niveau national. Pour en citer quelques-uns, la récente expertise collective de l'INSERM sur l'activité physique et maladies chroniques, pour laquelle elle a coordonné le chapitre activité physique et cancer. Elle participe également au groupe de travail Cancer Prevention Europe et au groupe prévention de la Fédération Unicancer. Elle a présidé pendant une dizaine d'années le comité éthique du Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, et l'auteur de plus de 160 publications internationales. Donc, je remercie à Béatrice Fervers pour sa présence ce soir. Suivra ensuite l'intervention de Thomas Coudon, qui est chercheur en santé-environnement. Il a soutenu sa thèse de doctorat en expologie environnementale en 2018 sur le développement et l'application de méthodologies d'évaluation des expositions atmosphériques chroniques aux dioxines et au cadmium dans le cadre d'études épidémiologiques à l'Université Lyon 1. Il abordera la question de la pollution de l'air et de ses effets sur la santé et les cancers. Ensuite interviendront Delphine Pro et Amina Amadou, épidémiologistes au sein du département prévention cancer-environnement du Centre Léon Bérard, auteur d'une trentaine de publications pour le docteur Pro et d'une cinquantaine pour le docteur Amadou. Elles sont notamment les auteurs principales de l'étude sur risque de cancer du sein et exposition à long terme au benzoapyrène,
donc publication qui a fait grand bruit et qui vous sera présentée cet après-midi. Ces interventions seront ponctuées de questions sous forme de sondage que les intervenants vous poseront et auxquelles vous pourrez répondre en direct, directement sur Zoom. Elles s'afficheront sur votre écran. Je rappelle aussi que vous pouvez poser vos questions via l'onglet prévu à cet effet, l'onglet questions-réponses, et nous répondrons à ces questions lors du temps d'échange à l'issue de ces interventions. Je vais laisser la parole au professeur Béatrice Ververs pour introduire ce webinaire et en décrire les principaux enjeux. Bonjour à tous, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue pour ce moment d'échange et de partage. Et je suis très content avec les jeunes chercheurs qui travaillent avec moi sur la thématique de l'environnement de pouvoir échanger avec vous pendant ce webinaire sur nos travaux de recherche. Et nous allons partager avec vous tout d'abord les éléments qui nous ont amenés, réflexions qui sont derrière nos travaux sur les facteurs environnementaux, les méthodologies et puis les résultats obtenus donc depuis un peu plus de 10 ans au sein du département. Donc, je vais maintenant partager mon écran. Voilà. Pour l'introduction à ce moment de partage et plus particulièrement donc les expositions environnementales et risques de cancer. Alors, pour vous impliquer dans cet échange, une première question, on regarde des connaissances actuelles. Quelle est la part des cancers attribuables aux facteurs de risque établis, pas uniquement de l'environnement, mais de l'ensemble des facteurs environnementaux, des facteurs de risque connus de cancer? Est-ce que c'est A, 10%, B, 30%, C, 40%, D, 60% ou E, 80% des cancers qui sont attribuables aujourd'hui aux facteurs de risque établis? Alors là, je n'ai pas compris où je vais voir qui répond. Ah bah oui, très bien. Donc, pour le moment, les réponses arrivent, disons, timidement encore. Certains disent 30, d'autres 40, 80. 60. « 80, 60, 40. Alors, il n'y a pas vraiment un consensus, on a l'impression, mais finalement, il y a quand même une certaine majorité qui se dégage autour de 40%. Et effectivement, aujourd'hui, 40% des cancers peuvent être attribués aux principaux facteurs de risque connus, tout en premier lieu le tabac, mais également l'alcool, l'alimentation, le surpoids et l'activité physique qui représentent ensemble 12% des cancers, et puis l'environnement. Alors l'environnement représente, si on prend les facteurs qui ont été inclus, 4,6% des cancers qui peuvent être attribués à ces facteurs environnementaux. Tout d'abord, les rayonnements UV, le soleil, mais aussi les cabines de bronzage, 30%, les radiations ionisantes, 1,8%. Mais là-dedans, il y a une part des examens médicaux qui ne comptent pas dans les expositions environnementales. Et puis les particules fines associées à la pollution de l'air. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Il y a aujourd'hui un certain nombre de facteurs environnementaux qui sont bien établis.
Il y a dans la pollution de l'air, pas uniquement les particules fines, il y a d'autres polluants classés cancérogènes. Et lorsque le CIRC a fait ce travail d'analyse de la part des cancers attribuables à ces facteurs environnementaux, il est en fait apparu plusieurs barrières, plusieurs difficultés pour estimer la part des cancers attribuables aux facteurs environnementaux stricto sensu, notamment le manque de données d'exposition en population générale, mais aussi l'absence d'études épidémiologiques sur les risques en population générale, parce que pour beaucoup de facteurs, les risques et les classements reposent sur des expositions souvent beaucoup plus importantes chez les professionnels exposés. On peut donc conclure qu'il y a probablement une sous-estimation dans ces 4,6% de l'impact des substances chimiques et autres agents présents dans l'environnement. Et puis, ce travail non plus n'a pas pris en compte non plus les facteurs environnementaux suspectés tels que les perturbateurs endocriniens ou certains pesticides. Et quand on regarde ici, on voit ici les 40% qui sont attribuables aux principaux facteurs de risque connus. Il y a 10% aujourd'hui estimés attribuables aux facteurs héréditaires, qu'on appelle les cancers familiaux. Et puis, il y a 50% où on ne sait pas en fait le facteur. Il y a très probablement un rôle non négligeable du vieillissement, mais aussi du hasard, du facteur pas de chance. Mais ça n'explique pas 50%. Et on doit donc poursuivre les recherches pour identifier d'autres facteurs peut-être moins bien connus dans les facteurs environnementaux. Alors, dans ce contexte-là, les travaux de recherche menés depuis un peu plus de 10 ans au sein du département prévention cancer environnement du Centre Léon Bérard et que je dirige, s'intéressent en fait à deux types de recherches. Tout d'abord, une recherche interdisciplinaire sur les expositions environnementales et le risque de cancer, donc le thème duquel on va parler aujourd'hui, qui repose sur des approches interdisciplinaires combinant des études épidémiologiques, des méthodes géographiques, mais aussi moléculaires. Et un deuxième axe, dont on ne parlera pas aujourd'hui, c'est la recherche interventionnelle pour intervenir sur les facteurs de risque en fait, qu'on connaît aujourd'hui. Et donc là, l'approche, c'est de réduire l'exposition à ces facteurs de risque avérés comme le manque d'activité physique chez les patients atteints de cancer. Donc, on focalisera sur la recherche interdisciplinaire, donc sur les expositions environnementales, pour améliorer les connaissances sur le rôle de ces facteurs dans le développement des cancers. Alors, sur les travaux que nous avons menés, sur les deux axes de la recherche, depuis 2009, nous avons publié plus de 200 publications scientifiques, dirigé 11 thèses de sciences et 5 thèses sont par ailleurs en cours avec des jeunes chercheurs qui s'intéressent à ces thématiques. Les membres du département et nos travaux participent également à plusieurs niveaux, d'abord dans les expertises au niveau national pour définir les recommandations et un certain nombre de rapports sur ces facteurs, sur l'enseignement pour initier les étudiants en médecine, mais aussi dans d'autres disciplines sur le rôle des facteurs environnementaux et la recherche dans ces domaines, et puis l'information des publics, comment on fait aujourd'hui, partager ces connaissances avec le grand public, avec les publics, puisqu'il y en a plusieurs publics, et donc c'est notamment l'axe qui est animé par Julien Cartier, donc sur ce transfert de ces informations scientifiques vers le public, et ça c'est particulièrement important si on veut créer une culture de prévention partagée au niveau de la population, c'est de rendre accessible, compréhensible, accessible l'information sur les facteurs de risque. C'est une première étape aussi pour pouvoir faire un choix éclairé dans l'adoption d'un certain nombre de comportements favorables à la santé. Et donc, on a deux groupes prioritaires. Tout d'abord, les jeunes de moins de 25 ans qui sont aujourd'hui ceux qui commencent à vivre sans les recommandations des parents. C'est aussi les prochains qui vont peut-être avoir des enfants et donc des jeunes
qui sont eux-mêmes encore, où les expositions peuvent encore jouer un rôle important dans le développement éventuel de maladies par la suite dans leur parcours de vie. Et puis, tout public avec des échanges, comme on le fait ce soir, et bien sûr, notre portail de référence Cancer Environnement. Alors, je souhaiterais aussi prendre l'occasion de ce partage pour remercier l'ensemble de nos partenaires et surtout les financeurs, que ce soit pour la recherche ou les actions, qui nous soutiennent. Et sans ces soutiens très précieux, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait depuis un peu plus de 10 ans en matière de prévention, en matière de recherche sur les facteurs environnementaux. Et donc, c'est très important de compter sur ces différents soutiens depuis autant d'années. Alors, un petit focus avant de laisser la parole aux jeunes chercheurs sur les enjeux de la recherche sur les facteurs environnementaux et le risque de cancer. Tout d'abord, comme vous pouvez voir ici, nous sommes exposés à plusieurs facteurs tout au long de notre vie, à commencer par le développement in utero. La mère peut être exposée à différents facteurs comme le tabac, l'alcool, mais aussi des expositions environnementales. Et puis, tout au long de notre vie, nous sommes exposés à une multitude de facteurs. Donc là, le facteur temps joue un rôle et on sait aujourd'hui que certaines expositions durant le développement in utero peuvent contribuer au développement des cancers plus tard dans la vie, parfois même après l'âge de 50 ans. C'est une dimension temporelle importante. Il y a une autre dimension temporelle, c'est l'évolution de l'exposition aux polluants au cours du temps. Et on sait qu'aujourd'hui, l'exposition aux polluants, ce n'est pas la même d'il y a 20 ans, d'il y a 40 ans. Et donc, chaque polluant a aussi sa propre trajectoire temporelle, mais aussi spatiale. Et donc, d'identifier le comportement des polluants au cours du temps et dans l'espace est une dimension, est un enjeu fort de cette recherche. Autre élément, on a vu que les expositions durant le développement in utero peuvent avoir un rôle sur le développement plus tard dans la vie de certains cancers. Il peut y avoir d'autres moments de sensibilité critique. On sait aussi que pendant le développement in utero, c'est non seulement le fœtus qui est exposé, mais les gamètes du fœtus sont déjà en place. Et donc, on peut avoir une exposition de, non pas une génération, mais de 2 générations potentiellement au moment de la grossesse. Et puis, il y a la puberté, il y a la première grossesse, qui sont aussi des moments de sensibilité critique, tout comme la transition juste avant la ménopause, où là aussi, l'organisme des femmes peut avoir une sensibilité critique à certaines expositions, comme nous enseigne l'exemple des traitements hormonaux substitutifs de la ménopause. Autre enjeu, il y a une multitude de facteurs aujourd'hui connus cancérogènes. Vous avez vu dans la précédente slide, on est exposé potentiellement, probablement, à plusieurs facteurs en même temps. Et puis, pour que ça ne soit pas suffisamment complexe, les différents agents cancérogènes, le plus souvent, n'agissent pas par un seul mécanisme d'action, mais très souvent impliquent plusieurs mécanismes d'action par lesquels ils peuvent agir et favoriser le développement d'une pathologie cancéreuse ou d'une autre pathologie. Et donc, la compréhension de ces mécanismes et la prise en compte de ces mécanismes est également très importante dans la recherche. Alors, l'exposome, vous l'avez peut-être déjà entendu ce terme, c'est un concept encore assez récent qui comprend l'ensemble des expositions d'un individu tout au long de sa vie, qu'il s'agit d'expositions spécifiques externes comme les rayonnements ionisants ou certains contaminants chimiques ou encore des facteurs comportementaux comme le tabac. Des facteurs plutôt généraux
dans notre environnement de vie, comme le statut socio-économique, des facteurs psychologiques ou des environnements plus complexes, comme le fait de vivre en ville ou de vivre à la campagne. Et puis, une troisième dimension qui est ce qu'on appelle l'exposome interne et qui sont des facteurs qui interviennent aussi dans l'effet que peuvent jouer des expositions externes, comme notre métabolisme, notre statut hormonal, notre morphologie, notre microbiote ou encore des facteurs liés au vieillissement. Et donc, s'il est difficile d'étudier dans une même étude l'ensemble de ces facteurs, non seulement difficile, voire impossible, la notion d'exposome, avec ses différents compartiments, fournit néanmoins pour nous un cadre interdisciplinaire et intégré pour l'étude des expositions environnementales, permettant de réunir différentes approches, à la fois des approches spatiales, des approches épidémiologiques, mais aussi des approches biologiques pour s'approcher d'une meilleure compréhension de l'exposome. Je vais m'arrêter là pour donner la parole donc à Thomas Coudon, qui vous parlera plus particulièrement de l'exposition aux polluants de l'air. Arrêtez le partage. Voilà. Bonjour à tous. Merci Béatrice pour cette introduction, notamment sur le concept d'exposome. Et donc, durant cette présentation, je vais plutôt parler donc, de l'impact de la pollution de l'air sur la santé et sur le risque de cancer. Et donc, ça fait partie du côté spécifique externe donc, de l'exposome. Donc, j'espère que je n'ai pas à vous convaincre que la pollution atmosphérique est au cœur de l'actualité, mais en voyant le nombre de participants à ce webinaire, je n'ai aucun doute. Il suffit de regarder les médias nationaux et locaux pour voir que quasi quotidiennement, on entend parler de cette problématique de la pollution de l'air. Mais néanmoins, c'est une problématique qui est à la fois ancienne et complexe. Donc, je vous ai mis ici 4 photos pour illustrer un petit peu plus la complexité de cette problématique. Une photo à Londres en 1952 avec un épisode de pollution industrielle au SO2 qui a causé la mort de plusieurs milliers de personnes en l'espace d'une semaine. Donc un épisode de pollution assez ancien, des pollutions industrielles qu'on connaît moins aujourd'hui, mais également des photos plus récentes, avec notamment une photo à New Delhi en 2016 avec un épisode de pollution lié à des pratiques de chauffage avec des appareils non performants, et 2 photos à Lyon, une première en 2019 pendant un hiver avec des conditions météorologiques défavorables, avec ici des émissions qui étaient plus liées au trafic, et une photo en février dernier avec un épisode assez marquant de pollution aux particules provenant du Sahara, donc ici des sources naturelles. Donc vous avez ici un résumé finalement des différentes sources de polluants qu'on peut rencontrer, donc d'origine industrielle, liées au chauffage, liées au trafic, des sources également naturelles potentiellement. Dans chacune de ces images, vous avez des polluants différents qui vont donc ne vont pas avoir la même répartition spatiale et temporelle, ne vont pas portement dans l'atmosphère et n'auront pas les mêmes toxicités. Et sachant qu'on est exposé en permanence à ce cocktail de polluants, c'est d'autant plus délicat d'estimer correctement les effets sanitaires de ces expositions. Donc, dans les présentations qui vont suivre, on va vous parler de différents polluants. Donc, j'ai rajouté également cette petite slide pour bien schématiser quelles sont les sources principales de ces polluants. Donc, on vous parlera notamment de l'exposition au cadmium et au dioxine qui était principalement émis par des industries dans le passé et maintenant qui sont plutôt liés au chauffage. On va vous parler d'exposition aux particules fines qui sont principalement liées au chauffage au bois et également en partie au trafic. Donc, vous avez ici un petit peu une synthèse. Pour ce qui est de l'agriculture, on est plus dans des situations, on a des expositions aux pesticides agricoles ou à des rejets de PM10. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour ici. Donc, on va commencer avec une première question pour poser tout de suite un peu le contexte, avec une proposition de sondage. Selon vous, sur les 30 dernières années en France, est-ce que la pollution de l'air, est-ce qu'elle a augmenté, diminué ou est-ce qu'elle est restée constante? Donc, normalement, je vous ai proposé un petit sondage. Vous pouvez voter. Et on va se laisser 20-30 secondes et on va voir quelle est la conclusion de ce premier sondage. Donc, je vois que ça se dispute un peu entre pollution de l'air qui augmente ou qui diminue. On a bientôt 80% des participants qui ont voté.
Donc, on se stabilise avec à peu près la moitié des personnes qui participent à ce webinaire qui considèrent que la pollution de l'air a augmenté. On partage des résultats. Et donc, en réalité, c'est en fait une fausse impression. Si on se place sur une optique des 20 à 30 dernières années, les concentrations en polluants de l'air ont plutôt tendance à diminuer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une amélioration des technologies utilisées, une amélioration des réglementations aussi qui sont plus strictes, et donc une baisse générale des émissions qui se traduit par une baisse des concentrations. Donc là, par exemple, vous avez un graphique des expositions aux adresses des sujets de l'étude de Xener qui étudie le lien entre pollution de l'air et risque de cancer du sein. Et vous voyez qu'à l'adresse des participants de cette étude, les concentrations des divers polluants étudiés ont diminué, voire même diminué très fortement, dans le cas par exemple des dioxines, des PCB ou du cadmium, qui sont des polluants d'origine industrielle. Le seul polluant pour lequel on a une situation qui est, on va dire, qui est relativement stable, c'est l'ozone. Donc on peut quand même affirmer que sur une échelle de 20 à 30 ans, on a eu une amélioration de la qualité de l'air. Donc je peux vous en convaincre avec des données un petit peu plus récentes. Donc ici, c'est des données mesurées en Auvergne-Rhône-Alpes pour 3 polluants, l'ozone, le dioxyde d'azote, PM10, PM2,5, et donc PM2,5 particules fines. Et on voit que pour le dioxyde d'azote, les PM10 et le PM2,5, depuis 2007, on a une baisse qui est très marquée des concentrations mesurées, donc une amélioration de la qualité de l'air, avec toujours ce cas particulier de l'ozone, qui est un polluant secondaire et dont la formation est favorisée par des conditions d'ensoleillement importantes, et donc sa production est augmentée à cause du réchauffement climatique en partie. Donc évidemment, ces concentrations sont variables selon les environnements où on se trouve. Et donc, même si on retrouve cette tendance à la décroissance des concentrations dans les divers environnements, il y a quand même certains environnements, notamment à proximité du trafic, où on peut se retrouver exposé à des concentrations supérieures aux valeurs limites actuelles, donc les seuils limites français, voire même aux seuils recommandés par l'OMS. Donc, les seuils recommandés par l'OMS sont ici schématisés en violet. Donc, on peut voir par exemple que dans le cas des PM2,5 en bas, en 2016, dans les situations de proche trafic ou en milieu urbain, on était au-dessus des seuils recommandés par l'OMS pour les concentrations de PM2,5, donc les seuls seuils pour protéger la santé des populations. Ce qu'on peut noter également dans le petit tableau en bas à gauche, c'est qu'il y a un décalage pour certains polluants entre les valeurs limites officielles françaises et les recommandations de l'OMS. Donc, par exemple, elles sont alignées pour le dioxyde d'azote, mais on peut voir que les valeurs limites françaises sont moins ambitieuses que les recommandations de l'OMS, par exemple. Si on s'intéresse à des données un tout petit peu plus récentes, on voit que cette baisse se poursuit, mais quand on regarde les deux graphiques du bas, donc les 2 traits en orange qui correspondent aux expositions, enfin aux concentrations pardon, de PM2,5, on voit qu'on est toujours au-dessus du seuil fixé à 10 par l'OMS. Donc en moyenne, dans les stations proches trafic ou urbains, on est à 20 ou 40% au-dessus des seuils OMS, donc c'est-à-dire qu'il y a encore des efforts à faire pour continuer cette baisse. Et donc, on se retrouve encore dans des situations d'exposition au-dessus de ces seuils. Dans son bilan annuel, Atmo Aura établit le nombre de personnes qui sont, de manière annuelle, en se basant sur les moyennes annuelles de concentration, les personnes qui sont exposées au-dessus de ces seuils. On voit que donc, la proportion de la population, le nombre de personnes exposées au-dessus de ces seuils a tendance à diminuer, évidemment, puisque les concentrations diminuent pour les PM2,5 et le NO2. Mais par contre, pour l'ozone, on a une stagnation, voire une augmentation du nombre de personnes exposées au-dessus de ces seuils. Et on peut remarquer pour le NO2 un décrochage assez fort avec très peu de personnes exposées au-dessus des seuils recommandés. C'est notamment à cause du confinement, des 2 confinements en 2020 qui ont fait diminuer très fortement le trafic et donc les émissions de dioxyde d'azote. Il est à noter que pour les PM2,5, sur ce graphique, on se base sur la limite française qui est de 25 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle, alors que l'OMS se base à 10 microgrammes. Donc, si on se basait sur l'OMS, on aurait encore plus de personnes considérées comme exposées. Donc, en conclusion, une amélioration de la situation, mais des efforts qui doivent continuer. Je citerai pour ça une étude publiée l'année dernière, dont la conclusion est assez claire. Ils ont étudié les variations de concentration dans plusieurs métropoles françaises, et ils ont conclu que les résultats ne montrent pas une décroissance, mais plutôt une stagnation entre 2000 et 2015. Donc, on a déjà eu une grande amélioration de la qualité de l'air
à partir des années 2000 et il faudrait encore améliorer un petit peu, faire un petit effort pour diminuer encore un petit peu ces concentrations. On va parler un petit peu maintenant des effets sur la santé. Donc souvent, quand on réalise des études pour essayer d'estimer les liens entre pollution de l'air et effets sur la santé, on se base sur les particules fines, car d'une part, elles sont corrélées avec la présence d'un certain nombre d'autres polluants, et d'autre part, elles sont liées de manière générale à l'activité humaine. Donc, ce sont des aérosols. Donc, pour les PM10, dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres, pour les PM2,5, donc les particules fines, dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres. Leur spécificité, c'est qu'elles peuvent pénétrer assez profondément dans l'organisme, créer des inflammations. Donc, par exemple, pour les PM2,5, elles peuvent rentrer dans les bronches, passer les voies respiratoires inférieures, se retrouver dans les poumons. Et pour les particules ultra fines, donc les PM0.1, là, elles peuvent carrément passer la barrière alvéocapillaire, se retrouver dans le sang, et ensuite, à partir de là, on peut retrouver dans tous les organes du corps. Donc, on connaît aujourd'hui assez bien les effets de la pollution de l'air sur la santé, notamment les préoccupations particulières justement sur cette exposition aux particules fines. Donc, elles peuvent, comme je disais, pénétrer profondément dans les poumons. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un lien de causalité directe entre l'exposition aux particules fines, PM2.5, et la mortalité cardiovasculaire et respiratoire, et surtout qu'il n'y a pas de seuil en delà duquel ces particules n'ont pas d'effet. C'est-à-dire que dès qu'il y a introduction de particules fines dans l'atmosphère, on commence à avoir un effet sur la mortalité mesurable. Aujourd'hui, les effets à court terme des expositions aux particules fines sont assez bien connus. Lorsqu'il y a des pics de concentration, il y a des augmentations d'hospitalisation, des hausses de décès prématurés dans les EHPAD, par exemple, mais les effets les plus importants se font lors d'expositions chroniques. On a une augmentation des maladies cardio-pulmonaires, notamment infarctus, le développement de problématiques type asthme. Et donc, c'est vraiment un enjeu de santé publique, un poids sur la santé publique avec une augmentation des décès, une perte de qualité de vie et également tout un certain nombre de pathologies dont on soupçonne un lien avec l'exposition à la pollution de l'air, notamment des troubles de la reproduction, des troubles du développement de l'enfant, des pathologies neurologiques et donc certains cancers. Donc, pour y voir un petit peu plus clair, il y a une étude qui a été publiée en 2016 et qui a été réalisée par Santé publique France. Et donc, ça va me permettre de poser cette deuxième question. Selon vous, combien, environ donc chaque année, combien de décès prématurés sont liés à la pollution de l'air en France? Je vais lancer le deuxième sondage. Donc, c'est vrai que ce sont des chiffres qui ne sont pas évidents à maîtriser. Par exemple, le nombre de décès liés à des accidents de la route en France, c'est à peu près 3000 personnes. Quand on parle des chiffres, on va dire, pour l'instant évoqués pour le Covid en 2020, on est plus autour de 50 000. Voilà, si ça peut vous aider à vous représenter ces chiffres-là. Donc, on va peut-être mettre fin au sondage. Donc, on a une majorité des participants au webinaire qui pensent qu'environ 20 000 décès prématurés sont liés à la pollution de l'air en France. Et en réalité, c'est un peu plus. Donc, je ne sais pas si vous avez vu cette communication du gouvernement il y a 2 ans, mais elle avait été formulée un petit peu de manière différente. Toutes les 10 minutes, un Français meurt prématurément du fait de la pollution. En fait, c'était réadapté en parlant de 48 000 décès par an qui étaient liés à cette étude de Santé publique France, donc qui estimait que sur une année, il y avait 48 000 décès évitables liés à cette pollution de l'air. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette pollution de l'air, il n'y aurait pas eu ces décès-là. Donc, on parle de personnes qui sont mortes quelques mois plus tôt, des personnes déjà affaiblies qui sont mortes plus tôt à cause, par exemple, de pics de pollution, mais on parle également de personnes qui ont pu développer des pathologies qui ont entraîné des décès largement avant, on va dire, ce qui aurait pu advenir. Donc, ça représente quand même 9% de la mortalité en France si on considère ce chiffre, donc c'est assez conséquent. Et plutôt que parler de décès évitables, qui est du coup comme un concept qui n'est pas forcément clair à manier, on peut plus parler de modification d'espérance de vie à 30 ans, parce que l'espérance de vie à 30 ans est un chiffre assez stable, et on voit que pour les habitants des milieux urbains, on a une perte d'espérance de vie de 15 mois liée à la présence de cette pollution de l'air, et surtout pour les personnes les plus exposées dans ces métropoles
dans ces grandes villes, on peut avoir des pertes d'espérance de vie qui vont jusqu'à 2 ans et demi. Donc, c'est vraiment des chiffres assez marquants. Et par exemple, je vous parlais d'autres pathologies qu'on relie petit à petit à la pollution de l'air. Cette étude a permis de montrer qu'un cas sur 4 de faible poids à la naissance des nourrissons pouvait être lié à cette exposition à la pollution de l'air. Donc, il y a eu un update de cette étude qui a été publiée en avril dernier, qui a un petit peu plus précisé les résultats, puisque là, les résultats que je vous présentais parlaient uniquement de l'exposition aux particules fines. Dans l'update qui a été réalisé, ils ont un petit peu séparé les expositions aux particules fines et les expositions au NO2. Donc, on était plutôt sur les chiffres de l'ordre de 40 000 décès attribuables à l'exposition aux particules fines et 7 000 décès attribuables à l'exposition au dioxyde d'azote. Et un chiffre intéressant également, c'est qu'ils ont pu montrer dans cet update que la baisse de la pollution de l'air pendant le confinement a permis d'éviter, entre guillemets, 2300 décès sur l'année. Donc maintenant, je vais parler un peu plus directement de ce que l'on sait des liens entre pollution de l'air et risque de cancer. Donc pourquoi, d'une part, on pense qu'il y a un lien entre des facteurs liés à l'environnement et le risque de cancer. Donc, Béatrice a pu tout à l'heure un petit peu aborder certains points. D'une part, on constate une augmentation de l'incidence de certains cancers, cancer du testicule chez l'homme jaune par exemple, cancer du sein. On observe des variations spatiales de l'incidence, donc plus de cancers à certains endroits, et également des évolutions de l'incidence chez les populations migrantes. Ça a notamment été montré chez les populations asiatiques ayant immigré aux États-Unis. En l'espace d'une génération, ils ont développé une incidence de cancer égale à la population américaine. Donc, ça sous-entend l'influence de facteurs environnementaux et donc potentiellement de pollution et de pollution de l'air. Donc, comment est-ce qu'on fait pour classifier le rôle de ces différents agents quant à leur lien avec le risque de cancer? C'est le travail du CIRC, donc du Centre international de recherche sur le cancer, qui, grâce d'une part à des études expérimentales sur les animaux, des études épidémiologiques chez l'homme et des études in vitro, arrive à produire une classification de ces différents agents. Donc, il y a les agents classés en groupe 1, qui sont cancérogènes certains, avérés pour l'homme, comme par exemple les dioxines, le cadmium, des polluants assez connus. Il y a ensuite le groupe 2A, les agents qu'on pense cancérogènes, probablement cancérogènes, mais on n'a pas encore pu le prouver avec un degré de certitude assez élevé. Le groupe 2B, avec les éléments peut-être possiblement cancérogènes, et le groupe 3, avec les éléments qu'on considère inclassables pour l'instant quant à leur cancérogénicité. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, dans les médias, quand on entend parler d'exposition et de risque de cancer, on parle surtout d'agents qui sont classés en groupe 2A, 2B, c'est notamment le cas lors du débat sur le glyphosate. Donc, si on fait un point de l'état des connaissances pour ce qui est du lien entre exposition à la pollution de l'air et risque de cancer, ont été classés groupe 1, donc cancérogènes certains pour l'homme, la pollution de l'air dans son ensemble en tant que mélange, les particules fines, les PM2,5, les PM10 je crois également, et les gaz d'échappement des moteurs diesel. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que de la même manière qu'il y avait un lien entre l'exposition à la pollution de l'air et la mortalité cardiovasculaire, il y a un lien entre l'exposition aux particules fines et le risque de cancer du poumon, la mortalité par cancer du poumon, et ce lien est sans seuil. C'est-à-dire que dès qu'il y a des présences de particules fines, ça augmente le risque, ça augmente la mort par cancer du poumon, et notamment, pour chaque palier, donc une augmentation de 10 microgrammes par mètre cube de PM2,5, les chercheurs ont établi une augmentation de 8% du risque de décès par cancer du poumon. Donc, il n'y a pas uniquement le cancer du poumon qui a été lié à l'exposition à la pollution de l'air. Il y a également une association qui a été montrée avec le cancer de la vessie. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le risque relatif est relativement faible, notamment par exemple à d'autres facteurs comme l'alcool, par exemple, mais que c'est une exposition qui concerne l'ensemble de la population, qui est donc subie, non voulue, et qui va avoir un impact fort lorsqu'on va être sur des expositions chroniques. Donc évidemment, dans l'air, l'air est un vecteur de transmission, on peut retrouver beaucoup d'espèces chimiques ponctuellement dans l'atmosphère.
dont notamment des éléments qui sont classés groupe 1. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du dioxyde, on peut retrouver de l'amiante, du benzène. Ce ne sont pas des polluants qu'on retrouve couramment dans l'air ambiant. C'est pour ça que là, tout à l'heure, je ne les mettais pas en avant et je parlais plutôt des polluants qu'on retrouve quotidiennement. Mais par exemple, des cadres d'exposition professionnelle, on peut être exposé via l'air à d'autres polluants cancérogènes. Et je vous encourage, si vous êtes intéressé par un polluant en particulier, à aller sur le site cancerenvironnement.fr pour regarder justement les fiches polluants qui décrivent les liens supposés ou établis avec différentes formes de cancer. Et je vais arriver à ma dernière question. Donc, selon vous, quel est le pourcentage de cancer du poumon attribuable à la pollution de l'air? Je vais partager ma question. Donc, pour l'instant, une majorité est autour de 20-25%. Je vais mettre fin au sondage et partager les résultats. Donc, une majorité d'entre vous pense qu'il y a environ 20 à 25% des cancers du poumon qui sont attribuables à la pollution de l'air. Donc, si on regarde un peu plus précisément ce qu'il en est, en réalité, vous avez tendance à surestimer le poids de la pollution de l'air pour ce qui est des facteurs de risque attribuables au cancer du poumon. 80% des cancers du poumon sont dus au tabac, environ 15% aux expositions professionnelles et environ 5% à une exposition à la pollution de l'air extérieure. Donc, évidemment, ces chiffres peuvent varier selon les contextes. Évidemment que dans des villes peut-être très polluées, la part de cancer du poumon lié à la pollution de l'air serait un peu plus grande. Il y a eu notamment une étude qui a été menée sur Grenoble il y a quelques années qui a pu montrer que sur 100 nouveaux cas de cancer à Grenoble, 8% étaient liés à la pollution de l'air. Et ce qu'il faut retenir, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le risque relatif lié à l'exposition à la pollution de l'air est beaucoup plus faible que certains facteurs comme le tabac. Donc une personne qui fume aura 10 fois plus de risque d'avoir un cancer du poumon. Une personne qui est exposée versus une personne qui n'est pas exposée à la pollution de l'air aura 10% de risque en plus. Donc ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Même si la différence, c'est que le tabac ou l'alcool, c'est des comportements individuels choisis, alors que la pollution de l'air, c'est quelque chose qu'on subit et qu'on subit de manière chronique. Et donc, je vais m'arrêter ici en mettant en perspective donc, les données concernant les risques de cancer liés à la pollution de l'air. Les derniers chiffres indiquent, comme l'évoquait tout à l'heure Béatrice, que 40%, voire plus, des cancers pourraient être évités, notamment en France. Et si on regarde les facteurs de risque les plus importants, on voit qu'en tête arrive le tabac, l'alcool, l'alimentation déséquilibrée, le surpoids et l'obésité, et que finalement, la pollution de l'air est encore un facteur relativement faible par rapport à ces facteurs-là. Donc, pour synthétiser, quand on parle de pollution de l'air, elle a globalement diminué. On n'a pas encore atteint les niveaux recommandés par l'OMS pour l'ensemble des polluants. Il y a un effet sanitaire avéré, notamment un lien entre particules fines et mortalité, un lien avéré avec certains cancers, mais par contre, il y a d'autres facteurs de risque de cancer qui sont plus importants que la pollution de l'air. Et donc, je vais laisser maintenant la main à Delphine Pro et Amina Amadou qui vont vous parler justement des liens qu'on essaye d'établir entre d'autres cancers, donc hors cancer du poumon et cancer de la vessie, et le risque et l'exposition à la pollution de l'air, notamment le risque de cancer du sein. Donc nous allons vous présenter avec Amina les études qu'on mène actuellement au centre Léon Bérard. Donc d'abord, ce que nous voulions, avant de vous présenter ce qu'on fait nous au département, donc on travaille sur des études qu'on appelle épidémiologiques et on voulait vous définir ce que c'est que l'épidémiologie parce que c'est un terme qu'on entend très souvent et notamment actuellement avec la crise sanitaire. Donc il faut savoir qu'on distingue l'épidémiologie descriptive,
qui va étudier du coup la distribution des problèmes de santé, donc qui va compter le nombre de malades et puis les évolutions dans le temps et dans l'espace. Et donc, on peut la distinguer de l'épidémiologie analytique qui, elle, étudie les déterminants de santé, donc ce qu'on appelle aussi les facteurs de risque ou bien même certaines fois des facteurs protecteurs. Et donc, ça peut être nos gènes, nos expositions, c'est-à-dire nos comportements, notre alimentation, notre consommation d'alcool, de tabac, la pollution atmosphérique, les médicaments que nous prenons, les agents infectieux présents dans notre environnement. Et puis, il y a aussi cette notion d'exposome que Béatrice vous a décrit tout à l'heure, qui est finalement l'ensemble des expositions non génétiques que subit un individu de sa conception jusqu'à la fin de sa vie. Les études épidémiologiques ont pour but la prévention des problèmes de santé. Donc, la finalité de l'épidémiologie, c'est de favoriser une meilleure santé des populations. Et quand on travaille en épidémiologie, on travaille à l'échelle d'une population et pas d'un individu. Voilà pour la petite introduction et la définition. Donc, nos études sur la pollution de l'air, elles sont basées sur les données de la cohorte 3N, qui est une étude menée par l'équipe INSERM 10-18 de Villejuif. Et c'est une cohorte qui inclut 100 000 femmes qui sont nées entre 1925 et 1950 et qui sont adhérentes à la MGEN, donc la mutuelle des enseignants. Elles ont été incluses en 1990 dans cette cohorte et elles sont encore suivies aujourd'hui. Cette cohorte, elle a pour but d'étudier les facteurs de risque de différentes maladies et notamment du cancer du sein. Et il se trouve que tous les 2 à 3 ans, les femmes qui sont incluses dans cette cohorte reçoivent un questionnaire afin notamment d'avoir un suivi de leur état de santé. Et donc, pour chacune des femmes de la cohorte, l'équipe E3N dispose des adresses postales des femmes et ainsi, nous avons la possibilité de déterminer leurs expositions grâce à leurs adresses résidentielles. Et du coup, je vais laisser la parole maintenant à Amina qui va vous présenter le projet de recherche principal sur lequel nous travaillons pour étudier l'exposition à la pollution de l'air et le risque de cancer du sein. Et donc, de ce projet, d'autres études que nous allons ensuite vous détailler ont été mises en place. Bonjour, donc moi c'est Amina Amadou, je suis chercheuse épidémiologiste dans le département. Du coup, je vais vous parler de nos projets portant sur la pollution de l'air et le cancer du sein. Tout d'abord, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme avec 2,3 millions de cas de cancer diagnostiqués en 2020 dans le monde. Il représente 12% de tous les cancers totaux. En France, par exemple, l'incidence est passée de 21 000 cas en 1980 à plus de 56 000 cas en 2020. Les principaux facteurs de risque du cancer du sein sont un âge élevé, des facteurs génétiques tels que les gènes BRCA1, BRCA2 qui sont bien connus pour augmenter le risque du cancer du sein, des antécédents familiaux de cancer du sein ou encore des antécédents personnels de cancer, des facteurs reproductifs tels que l'âge à la puberté, un âge tardif à la première grossesse ou encore une ménopause tardive, le mode de vie tel que la consommation d'alcool ou encore l'inactivité physique. Donc, première quiz, j'ai une question à peu près pareille que Béatrice Fervers. Quel est le pourcentage de cancer du sein attribuable aux facteurs de risque connus? Du coup, je mets fin au sondage. Effectivement, 41% des gens pensent que c'est 37%, mais en fait, en réalité, c'est 38%. Donc, la majorité ont la réponse. Donc, ouais, effectivement, il y a environ 37 à 38% des facteurs des cancers du sein sont attribuables aux facteurs
aux facteurs de risque de cancer du sang connus, d'où l'intérêt d'étudier les facteurs environnementaux pour continuer à identifier les facteurs de risque du cancer du sang. De plus en plus des études épidémiologiques, mais aussi environnementales, suggèrent l'implication des facteurs environnementaux tels que la pollution de l'air dans le développement du risque du cancer du sang, en particulier pour les polluants ayant des perturbateurs endocriniens. En effet, la pollution de l'air est un mélange complexe de plusieurs polluants, donc c'est un problème majeur de santé publique. Elle a été, comme Thomas l'avait dit, elle a été associée à une augmentation significative de plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires et encore le cancer. Le Centre international de recherche sur le cancer a classifié la pollution de l'air dans son ensemble en tant que mélange comme cancérogène certain pour l'homme, les particules fines et ainsi que les polluants qui ont des effets perturbateurs endocriniens tels que le benzoapyrène, le cadmium, les dioxines, mais aussi les PCB. Cependant, les études concernant le cancer du sang est limitée. Pour essayer de comprendre l'impact de la pollution de l'air, dans l'équipe, on a développé le projet ZENER. Ce projet vise à étudier individuellement ces 8 polluants et le risque du cancer du sang dans la cohorte E3N. Dans cette étude est basée dans la cohorte E3N. Pendant la période de suivi de 1990 à 2011 plutôt, 5222 cas de cancer ont été diagnostiqués. Pour chaque cas, on a attribué un témoin, c'est-à-dire une femme indemne de cancer du sang. Pour estimer l'exposition aux polluants, nous avons utilisé les adresses résidentielles qu'on a recueillies par les questionnaires et pour chaque femme, on a pu leur attribuer une concentration de 1990 jusqu'à la date de diagnostic de cancer. Et pour estimer nos risques de cancer du sang, nous avons utilisé les expositions moyennes pour toute la période. Les résultats montrent concernant le benzoapyrène. Je suis désolée, c'est ma collègue qui passe les diapos. Du coup, les résultats du benzoapyrène, nos résultats ont montré que plus on est exposé à une exposition chronique au benzoapyrène, plus on a un risque augmenté du risque du cancer du sang. Ce risque il est d'environ de 15% pour les femmes qui sont fortement exposées par rapport aux femmes qui sont faiblement exposées. En fonction du statut ménopausique, nous avons pu observer que les femmes qui sont exposées pendant leur transition ménopausique, c'est-à-dire les femmes qui rentrent dans la cohorte pendant qu'elles sont préménopausées et qui sont exposées pendant cette transition, ont un risque légèrement plus élevé de cancer du sang. En fonction des récepteurs hormonaux, nous avons également observé que l'exposition au benzoapyrène est associée à une augmentation du risque des cancers hormonaux indépendants, c'est-à-dire des cancers qui expriment les récepteurs aux estrogènes ER, les cancers qui expriment les récepteurs à la progestérone ou encore qui expriment les deux récepteurs. En fonction des PCB, les résultats montrent de façon similaire, les résultats sont similaires au benzoapyrène. On a observé une augmentation du risque du cancer du sang associé à une exposition chronique au PCB avec des risques variables en fonction du statut ménopausique, mais en fonction des récepteurs hormonaux, avec un risque légèrement plus élevé chez les femmes qui sont en transition ménopausique et pour les cancers ER positifs. On a ensuite regardé les résultats en fonction des dioxines et risques de cancer du sang, un des perturbateurs endocriniens. Nous n'avons pas trouvé d'association significative entre l'exposition aux dioxines et le risque du cancer du sang. Le quatrième polluant, qui est un perturbateur endocrinien, aussi le cadmium, dans l'ensemble, on n'a pas trouvé d'association significative entre l'exposition au cadmium et le risque du cancer du sang. Mais suite à des analyses qu'on a réalisées en fonction du stade et le grade, on n'a pas trouvé de lien ni avec le stade, ni aussi avec le grade, mais on a observé qu'en fonction des sous-types de l'histologie, que le risque de cancer du sang, plus on est exposé fortement, plus le risque est de 3 fois plus élevé d'avoir un cancer du sang tubulaire qui est un sous-type de cancer du sang. Ensuite, nous avons regardé le risque associé au dioxyde d'azote, qui est un des polluants du trafic routier. On a observé une augmentation aussi significative du risque du cancer du sang associé à l'augmentation chronique du dioxyde d'azote.
Ce risque est de 9% pour toutes les femmes. En fonction du statut ménopausique et en fonction des récepteurs hormonaux, le risque est aussi variable avec un effet légèrement plus important pour les cancers qui expriment les récepteurs aux estrogènes. En ce qui concerne les résultats pour les PM2,5 et les PM10, qui sont les particules fines, les analyses sont en cours, mais on a pu montrer quand même des résultats préliminaires, une augmentation du risque du cancer du sang, que ce soit pour les PM2,5 ou encore pour les PM10. Dans l'ensemble, pour résumer ce projet, grâce à ce projet, nous avons pu montrer une augmentation du risque associé à la pollution de l'air de plusieurs polluants, les deux perturbateurs endocriniens, le benzoapyrène, le PCB 153 ou encore les polluants issus du trafic tels que les dioxydes d'azote, les PM2,5 et les PM2,10. En revanche, on n'a pas trouvé de lien avec le cadmium et le dioxyde. Nos résultats ont également montré qu'en fonction du statut ménopausique et des récepteurs hormonaux, que le risque il est variable et qu'il est plus important pour les femmes qui sont exposées pendant leur transition ménopausique, et le risque est plus important aussi pour les cancers qui expriment les récepteurs aux estrogènes ou encore à la progestérone. Suite à ce projet grâce à ça, on a pu montrer l'impact de la pollution de l'air et le risque du cancer du sang. On s'est posé des questions sur l'impact de l'exposition combinée. En effet, dans la vraie vie, les individus sont exposés simultanément à plusieurs polluants. Ces polluants ils peuvent interagir entre eux pour avoir des effets soit additifs ou synergiques. C'est-à-dire une femme qui est exposée peut-être à 4 ou 5 polluants peut avoir un risque plus important par rapport à une femme qui est exposée à 2 polluants. Actuellement, les méthodes qu'on utilise épidémiologiques ne permettent pas de prendre en compte les corrélations qui existent entre ces différents polluants. Et à ce jour, aucune étude n'a été faite sur le cancer du sang et la multi-exposition, d'où le besoin de développer des méthodes plus poussées. Dans ce contexte, nous avons récemment développé ce projet qui s'appelle EMAP. Ce projet a pour but d'évaluer l'impact combiné de plusieurs polluants sur le risque du cancer du sang. Ce projet a plusieurs objectifs. Dans un premier objectif, Delphine, on souhaiterait regarder au niveau territorial, regarder les concentrations des polluants au niveau territorial pour voir des zones de multi-exposition, pour identifier des zones de multi-exposition. Dans un deuxième objectif, on souhaiterait utiliser des méthodes statistiques adaptées qui permettent de prendre en compte la multi-exposition et d'estimer le risque du cancer du sein associé. Et enfin, dans un dernier objectif, pour comprendre les mécanismes biologiques du cancer du sang et les polluants, on va réaliser des analyses qu'on appelle des analyses de médiation qui permettent d'identifier des biomarqueurs qui sont impliqués dans le lien entre la pollution de l'air et le développement du cancer du sang. Et enfin, en perspective, actuellement, on a commencé à étudier les expositions alimentaires. L'idée, c'est de prendre en compte les expositions combinées alimentaires et atmosphériques. Maintenant, je passe la main à Delphine qui va vous présenter la suite de nos projets. Merci, Amina. Donc, suite au projet Xener, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une importance de ne pas forcément se limiter aux adresses résidentielles comme on l'avait fait dans Xener, mais qu'il était aussi important de s'intéresser aux expositions à l'adresse professionnelle et aux expositions durant les trajets domicile-travail. Du coup, le cinquième quiz, donc on sait que les déplacements domicile-travail représentent en moyenne 4% du temps sur une journée. Et donc la question que je vous pose, c'est quelle est leur contribution dans les expositions totales aux particules fines dans une journée? Alors, je vais vous permettre de répondre. Et donc, je proposais 4% comme la contribution au temps dans une journée, 10% ou 35%.
Donc, la majorité d'entre vous pense que les déplacements domicile-travail contribuent à 10% des expositions totales en particules fines. Alors, en fait, il faut savoir que ça correspond à 30% de la dose inhalée et dans le cas des particules fines, à 35% de la dose inhalée. Donc, en effet, le trajet domicile-travail correspond à 4% de notre temps dans la journée, donc soit en moyenne 68 minutes en région parisienne et 35 minutes dans les autres centres urbains. Mais du coup, ça correspond à pratiquement 35% de la dose inhalée. Donc, cela s'explique parce que les polluants de l'air liés au trafic atteignent leur pic de concentration justement pendant les heures typiques du trajet domicile-travail et aussi parce que durant les trajets, nous sommes à proximité des sources d'émissions des individus. Nous sommes à proximité des sources d'émissions puisque nous sommes proches du trafic routier durant nos trajets. Donc, il est important de prendre en compte cette composante de l'exposition dans les études épidémiologiques et en particulier dans un contexte urbain dont le trafic routier est la principale source de pollution atmosphérique. Et c'est pour ça qu'on a développé le projet APOPCO qui vise comme le projet Xener à analyser l'association entre l'exposition à la pollution atmosphérique et le risque de cancer du sein. Sauf que cette fois-ci, on s'intéresse non seulement à l'exposition à l'adresse résidentielle, mais aussi à l'adresse professionnelle et durant les trajets. Et comme on s'intéresse aux expositions durant les trajets et aux expositions liées au trafic urbain, on se limite dans cette étude aux expositions aux particules et au dioxyde d'azote. Donc ici, on va avoir une prise en compte bien plus précise de l'exposition, que ce soit temporelle, mais aussi spatiale, puisqu'il existe des différences d'exposition en fonction des modes de transport. Cette partie du projet fait l'objet d'une thèse dans notre département. Et cette prise en compte des trajets domicile-travail, c'est très intéressant parce qu'en fait, en fonction du choix du mode de transport, l'exposition peut être complètement différente parce qu'on peut choisir d'abord des itinéraires différents en fonction du type de transport qu'on va choisir. Ensuite, parce qu'en fonction du type de transport, le temps d'exposition est peut-être différent. Donc, on va beaucoup plus vite en voiture qu'à pied. Et puis aussi parce qu'en fonction du type de transport, on peut avoir un type de transport actif ou passif, donc actif à vélo ou à pied, ou passif quand on est dans les transports en commun ou en voiture. Et donc, du coup, on va inhaler différemment la pollution. Ensuite, pour chaque trajet, le choix de l'itinéraire va aussi impacter notre exposition parce qu'on peut aussi choisir différents types d'itinéraires qui vont impacter notre exposition. Donc, soit on peut passer par une autoroute où on va être beaucoup plus exposé ou plutôt par des petites routes et là, on sera moins exposé. Et puis aussi, en termes de temps de parcours, on peut aussi choisir au moment où on va faire nos déplacements, on peut être à des moments où il y a des pics de pollution et où le trafic va être plus important. Et puis, donc, dans cette idée-là, j'ai une nouvelle question pour avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que faire de l'activité physique, donc se déplacer notamment à vélo, est-ce que c'est conseillé en cas de pic de pollution? Alors, je vous partage. Je vais pouvoir vous laisser répondre. Ok, donc la moitié d'entre vous pense qu'il ne vaut mieux pas faire de l'activité physique en cas de pic de pollution, et puis une autre moitié pense que oui, on peut faire de l'activité physique. Nous, dans APOPCO, justement, on a souhaité tenir compte de l'activité physique induite par l'utilisation des modes actifs, parce qu'on sait qu'on peut gagner en espérance de vie quand on se déplace à vélo par rapport au fait de se déplacer en voiture et que la pratique d'une activité physique, même dans un environnement pollué, permet de réduire les risques de mortalité.
Et je voulais vous présenter justement les résultats d'une étude qui a été faite dans une ville ayant des niveaux de pollution très élevés, donc similaires à ceux pour lesquels on considère qu'il y a un pic de pollution et qu'il faut mettre en place la circulation alternée, donc une moyenne annuelle de 50 microgrammes par mètre cube de PM2,5. Et donc cette étude, elle a montré finalement que, donc ici vous avez le temps passé à vélo par jour. Et puis, quand on se situe ici, finalement, le fait de faire du vélo sera bénéfique pour la santé. Et quand on se situe dans cette partie du graphique, là, on augmente notre risque de mortalité prématurée. Et donc, on voit finalement que même dans une ville extrêmement polluée, il commencera à y avoir des risques pour la santé quand on utilisera le vélo plus de 300 minutes par jour. Donc, ce qui est quand même déjà très conséquent. Alors, un autre versant de nos projets de recherche, c'est, comme l'a expliqué Béatrice au début, cette notion d'exposome et cette notion d'approche vie entière. Donc, lors de la cancérogénèse, on sait que les expositions aux périodes de sensibilité critique jouent un rôle très important, notamment dans le cancer du sein. On sait que quand on est exposé in utero durant l'enfance, durant la puberté ou durant la grossesse ou la ménopause, ces expositions-là peuvent avoir un effet particulier sur le risque de cancer. Et on sait aujourd'hui aussi que les expositions peuvent avoir un impact vraiment tout au long de la vie, en plus de ces périodes particulières. Donc nous, dans nos études, il s'avère très complexe de considérer certaines périodes pour reconstruire les expositions qu'on appelle vie entière, parce qu'on a un manque de données sur les expositions par le passé, soit parce qu'elles sont vraiment manquantes, soit parce qu'elles sont incomplètes. Et du coup, et en plus de cela, il faut qu'on réussisse à faire un recueil rétrospectif des adresses vie entière, ce qui peut induire des problèmes de mémoire inhérents à ce genre de questions, puisqu'il faut souvent faire appel à des données qui sont très anciennes. Nous avons malgré tout dans le département cherché à reconstruire ces expositions vie entière de nos sujets, en utilisant des questionnaires qui recueillent spécifiquement les adresses depuis la naissance de nos sujets, voire même auprès des mères pour des expositions précoces. Et puis, on a décidé d'utiliser des indicateurs géographiques qui peuvent être le plus précis et le plus homogène possible spatialement et temporellement. Et ces indicateurs permettent de caractériser l'environnement bâti et socio-économique des sujets et qui pourraient être utilisés comme proxy de l'exposition à la pollution. Et puis aussi d'utiliser des méthodes statistiques qui permettent de tenir compte des périodes de sensibilité critique et d'utiliser des indicateurs qui pourraient décrire nos expositions cumulées tout au long de la vie. Et puis, du coup, on met en place des collaborations avec des équipes de recherche qui utilisent des méthodes statistiques avancées afin de permettre de définir des profils de trajectoire vie entière et du coup d'en tenir compte dans nos analyses statistiques. Donc, pour ça, il s'agit du projet qu'on appelle le projet questionnaire histoire résidentielle qu'on mène aussi sur les femmes de notre étude Xener. Voilà, donc j'en ai fini avec les études que nous menons au département sur la pollution de l'air actuellement. Et donc, on voulait conclure nos présentations par une vidéo que nous avons créée dans le département à destination du coup du grand public sur les expositions environnementales et le risque de cancer. La pollution de l'air et ses conséquences sur notre santé. Comment agir? Hugo a 30 ans. Il habite dans une grande ville. Préoccupé par la qualité de l'air qu'il respire et son effet sur sa santé, il décide d'en parler avec son amie Elsa, chercheuse en santé-environnement au centre Léon Bérard. Elsa rassure Hugo. Contrairement aux idées reçues, la pollution de l'air a diminué ces dernières décennies, notamment grâce aux évolutions technologiques et aux réglementations environnementales. Malgré tout, il est bien légitime de s'inquiéter de la pollution de l'air, puisque les études estiment que toutes les 10 minutes,
un Français meurt prématurément de la pollution de l'air. Quelles sont les sources de pollution de l'air? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'air intérieur est souvent aussi pollué que l'air extérieur. À l'intérieur de notre logement, il existe différentes sources de pollution. La fumée de tabac, qui est la première source, mais aussi le radon, les pesticides, les produits ménagers et les activités de bricolage, et d'autres. À l'extérieur, les activités humaines et la nature contribuent à la pollution atmosphérique. Le trafic automobile, qui est la première source, mais aussi le transport, les activités industrielles, l'agriculture, le chauffage au feu de bois et d'autres. Les principaux polluants à l'extérieur sont les particules fines, l'ozone et le dioxyde d'azote. Selon où on habite et où on travaille, tout le monde n'est pas exposé aux mêmes sources de pollution. La météo joue un rôle important sur les pics de pollution. Quelles sont les conséquences sur notre santé? La qualité de l'air que nous respirons peut avoir des effets sur notre santé à court terme, allergies, asthme et autres pathologies respiratoires, et à long terme, cancer et maladies cardiovasculaires. Les effets à court terme sont aujourd'hui bien connus comme l'augmentation des hospitalisations, des problèmes respiratoires et de la mortalité lors des pics de pollution. Cependant, ce sont les effets à long terme qui sont les plus dangereux. Le Centre international de recherche sur le cancer a classé cancérogène pour l'homme la pollution atmosphérique, dont les particules fines et les gaz d'échappement des moteurs diesel, pour les cancers dans leur globalité et spécifiquement pour certains cancers tels que le cancer du poumon et le cancer de la vessie. Comment se protéger ou agir pour réduire la pollution de l'air? Réduire la pollution de l'air relève principalement des réglementations, mais implique aussi des actions au niveau individuel et collectif. Chacun peut agir sur son air intérieur par des gestes simples et faciles à mettre en œuvre. Aérer son logement au moins 10 minutes tous les jours. Vérifier régulièrement son système d'aération. Être vigilant lors de l'achat des produits d'entretien, de bricolage ou de meubles. Diminuer les sources de pollution. Mais aussi pour réduire la pollution de l'air extérieur. Remplacer ses appareils de chauffage non performants, se déplacer en mode doux, entretenir son véhicule, respecter les restrictions de circulation différenciées, diminuer et valoriser ses déchets verts, soutenir les initiatives en faveur de l'environnement. Nous pouvons tous agir contre la pollution de l'air avec des gestes au quotidien pour protéger notre santé et notre environnement et continuer à baisser nos émissions. Pour vous informer sur la qualité de l'air dans votre région, atmo-france.org. Vous pouvez également agir face à la pollution lors de vos déplacements en utilisant des applications comme Air2Go pour choisir des itinéraires moins pollués. Merci beaucoup, merci à toutes et tous pour ces interventions passionnantes. Et on a un certain nombre de questions, beaucoup de questions de réactions de la part de vous, internautes, et notamment aussi sur les réseaux sociaux. Alors, en lien avec les dernières présentations, beaucoup de réactions sur le lien entre activité physique et pollution de l'air, avec des questions qui étonnent sur ces études qui ont montré que finalement, les bénéfices de l'activité physique sont supérieurs aux risques liés à la santé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que d'autres études sont en cours? Et est-ce qu'il y a des recommandations par rapport à la pratique d'activité physique, puisque les messages actuels vis-à-vis des pics de pollution sont plutôt alarmistes et n'incitent pas forcément certaines populations à pratiquer. Donc, est-ce qu'il y a des différents niveaux de recommandations à indiquer au public, peut-être des lieux plus des pollutions? Oui, alors je peux intervenir sur cette question, juste pour insister quand même lourdement sur le fait que l'impact
bénéfique de l'activité physique par rapport à l'effet néfaste de la pollution de l'air est quand même un fait qui est vraiment établi aujourd'hui. On a vraiment un grand nombre d'études réalisées dans beaucoup de pays avec des méthodologies différentes qui montrent toutes qu'il y a un bénéfice sanitaire lié à la pratique de l'activité physique, même en milieu pollué, même en milieu assez pollué, par exemple proximité d'une route. Donc, il paraît évident que si vous avez le choix entre pratiquer une activité physique à proximité d'une route très fréquentée et dans un parc, évidemment, il faut privilégier d'aller faire dans un parc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut privilégier toujours le fait de faire de l'activité physique. Le bénéfice sanitaire sera amoindri, on va dire, par l'absence de pollution de l'air, mais il sera toujours présent. Ils ont par exemple réalisé une étude aux États-Unis, à Oxford Street, en faisant pratiquer une activité physique à deux groupes. Un groupe à proximité d'une route majeure, un groupe dans un parc, et dans les deux groupes, ils ont observé des bénéfices sur différents aspects, mais les bénéfices, évidemment, étaient moindres dans le groupe qui a pratiqué cette activité physique à proximité d'une route. Et concernant les messages qu'on entend dans les médias, disons que souvent, il y a une simplification qui est faite. C'est les publics sensibles auxquels on recommande de ne pas pratiquer l'activité physique durant les pics de pollution. Et par public sensible, on pense aux personnes asthmatiques, aux personnes qui ont des problèmes respiratoires, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux enfants. Voilà. Mais on va dire en population générale, même en cas de pic de pollution, on conseille quand même si c'est par exemple, c'est la seule fois de la semaine où vous avez prévu de faire du sport, autant aller faire du sport. Voilà. Merci. Une autre question en lien avec la pollution, c'est dans les habitacles de voitures. On a plusieurs questions qui sont posées sur l'exposition pendant les temps de trajet, et en particulier pour ceux qui vont travailler dans des espaces clos comme des voitures. On pense à des commerciaux qui sont longtemps dans leur véhicule. Est-ce qu'on a quelques informations vis-à-vis de ces expositions et des risques potentiels dans ce type d'habitacle en matière de mesures d'exposition, et est-ce qu'il y a une question aussi de durée au-delà duquel il peut y avoir plus de risques? Alors, comme l'a expliqué Delphine tout à l'heure, la problématique des déplacements dans le cadre de domicile-travail, c'est qu'ils s'effectuent, on va dire, en même temps que tout le monde les effectue en même temps en réalité, et donc c'est là qu'il y a les pics de pollution. Tout le monde va aller au travail entre 7h du matin et 9h du matin, et donc c'est là qu'on va avoir un pic, et on peut se retrouver coincé dans un bouchon au moment de la journée où la concentration de la pollution est la plus forte. Pour un commercial qui fait de la route tous les jours, la réponse évidemment dépend du contexte. Une personne qui passe son temps à être sur des routes, on va dire, de campagne, forcément sera moins exposé qu'une personne qui passe son temps à faire des allers-retours au sein d'une grande métropole. Le problème, c'est que parler des expositions au sein des véhicules est quelque chose d'assez complexe, puisque ça dépend de beaucoup de facteurs, notamment l'âge des véhicules, la qualité du système de ventilation du véhicule, la qualité du filtre, s'il est bien entretenu, le volume de la cabine, les habitudes du passager, s'il a tendance à ouvrir les volets pendant les bouchons, ou si au contraire, il se protège, on va dire, de l'extérieur sans ouvrir les vitres. Donc, c'est difficile de donner une réponse très précise sur ce point-là. Très bien. Vis-à-vis des véhicules, justement, des questions qui sont posées, puisqu'on a vu que c'était cancérogène, donc certains au niveau des gaz d'échappement des moteurs diesel. Qu'en est-il des moteurs essence? Alors, les rejets des moteurs essence sont classés en catégorie 2B, il me semble, donc un cran en dessous du groupe 1, dans lequel sont classés les rejets des moteurs diesel. Donc, on a également, à cause des moteurs essence, le rejet de divers et également évidemment de particules. Voilà. Merci. Alors, d'autres questions qui justement ont interpellé suite à l'intervention de Béatrice Pervers vis-à-vis de la part attribuable des différents facteurs de risque, avec des étonnements sur cette faible part qui semble être attribuée aux particules fines par rapport à d'autres facteurs de risque évitables. Comment interpréter et expliquer ce plus petit pourcentage? Et ce qui renvoie à une autre question posée autour des 40% de cancers évitables. Comment interpréter cette affirmation? Est-ce vraiment le cas? Voilà, qu'en est-il des 60%
30% restants. Béatrice, peut-être, si tu peux animer ton micro et nous donner quelques éléments de… Avec micro, c'est mieux. Alors, première question, c'était effectivement, globalement, une part faible de tous les cancers attribuables aux particules fines. C'est effectivement, contraste un peu avec les chiffres présentés par Thomas Coudon, mais en fait, c'est les mêmes chiffres. C'est exactement les mêmes chiffres, mais c'est juste, on les a regardés là, dans ma présentation, dans ce slide. On a regardé tous les cancers ensemble. Et donc, comme Thomas Coudon a dit, le CIRC a classé les particules fines en tant que cancérogènes certains, notamment pour les cancers bronchopulmonaires. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de classement pour le cancer du sein, pour le cancer du côlon, pour tous les autres cancers, ce qui fait que les 4 à 6% des cancers du poumon attribuables aux particules fines, si on le reporte à tous les cancers, ça fera une part assez faible, puisque ce travail du CIRC a concerné uniquement les cancérogènes certains, les cancérogènes classés cancérogènes probables, avec les pathologies cancéreuses pour lesquelles un lien causal a été établi. La deuxième question, c'est effectivement ces 40%, c'est l'ensemble des facteurs établis aujourd'hui pour lesquels on a des données d'exposition en population générale. Et comme je l'ai expliqué dans mon slide, on a sur l'ensemble des facteurs environnementaux connus, puisqu'il y en a d'autres polluants de l'air, comme vous avez pu voir avec les présentations de Thomas Coudon, Delphine Pro et Amina Amadou. Il y a d'autres polluants de l'air classés cancérogènes certains, mais qui n'ont pas été pris en compte dans cette évaluation pour la simple raison qu'on n'avait pas des données. Par exemple, on a parlé des gaz d'échappement des moteurs diesel. Ce travail n'a pas fait le calcul de la fraction attribuable en population générale, puisqu'il n'y a pas de données suffisamment robustes sur l'exposition aux gaz d'échappement des moteurs diesel en population générale et les niveaux de risque sur lesquels repose le classement des gaz d'échappement moteur diesel, et c'est valable aussi pour d'autres cancérogènes, repose en fait sur les risques qui ont été estimés dans les populations exposées professionnellement, donc notamment sur les gaz d'échappement moteur diesel, des conducteurs de camions qui font des longues distances, le transport routier, ou encore des policiers en charge ça a quasiment disparu aujourd'hui, mais les policiers en charge de régler le trafic, et donc des populations très fortement exposées, et donc on ne pouvait pas calculer pour ces facteurs la part attribuable en population générale en France. Ensuite, 40% attribuables aux facteurs connus. Ça ne veut pas forcément dire qu'on arrive à tous les éviter, et parfois on peut peut-être penser qu'entre 40% attribuables et 40% qui peuvent être évités, il y a un trajet peut-être un petit peu rapide, et le Canada, qui s'est lancé dans le même exercice, a en fait proposé plutôt des nombres qui peuvent être évités si, par exemple, tout le monde qui boive plus d'un verre d'alcool par jour boit du coup un verre de moins. Ou si on applique telle ou telle recommandation, combien de cas de cancer peuvent être évités. Et on peut imaginer que c'est peut-être difficile d'éviter l'ensemble de ces 40%, parce que ça veut dire qu'on a tout bon pour l'ensemble des facteurs de risque. Enfin, donc, de cette donc 40% facteurs connus sur lesquels on peut faire le calcul, 10% cancer héréditaire, il reste donc 50%
sur lesquels il est difficile de donner des pourcentages aussi précises. Il y a très probablement là-dedans un rôle du vieillissement, qui est le premier facteur de risque de cancer, puisque le nombre de cancers commence à augmenter à partir à peu près de l'âge de 60 ans, le risque de développer des cancers. Donc le vieillissement, le facteur de pas de chance, le hasard, et puis aussi des facteurs qu'on connaît encore moins bien aujourd'hui. Certains sont suspectés, comme les pesticides, ou encore d'autres perturbateurs endocriniens, mais il y a certainement encore des facteurs qu'on n'a encore pas bien compris pour estimer une part attribuable. Merci. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas à dire que non, c'était en fait pas ça. Il y avait une question en lien avec ces chiffres par rapport à l'alimentation, comment c'est pris en compte, comment on parle, est-ce qu'on parle d'alimentation dans les facteurs environnementaux et quelle part est attribuée à ces facteurs. Delphine, tu veux y répondre? Tu réponds? Oui. Alors, après, il faut voir comment qu'est-ce qu'on cherche à voir dans l'alimentation, si on parle de l'alimentation et des nutriments que nous apporte l'alimentation, ou si on parle des contaminants dans l'alimentation. Donc, si on parle des contaminants dans l'alimentation, effectivement, des études sont en cours à ce sujet et on suspecte, donc, nous, dans nos études, un effet des expositions aux polluants par l'air. Mais il y a aussi des effets qui sont suspectés des aliments qui seraient contaminés par certains polluants. Et notamment, c'est ce que Amina disait dans les perspectives. Nous, on cherche justement à essayer de comprendre si les polluants à effet perturbateur endocrinien qu'on retrouverait dans l'alimentation, est-ce qu'ils auraient un effet sur le risque de cancer du sein. Et donc, des études sont en cours à ce sujet. Merci. On a une question aussi dans les suites de cette réflexion sur la place des polluants dans l'eau de boisson. Est-ce qu'il y a des études qui se sont intéressées à ce type d'exposition de pesticides présents dans l'eau de boisson? Est-ce que quelqu'un a des informations à ce sujet? Alors, il y a des données effectivement de mesure de différents polluants. Ça fait partie des travaux réglementaires d'analyse régulière de la présence de certains polluants dans l'eau. Néanmoins, la couverture nationale et individuelle n'est pas suffisante pour pouvoir précisément estimer ces expositions. Nous avons notamment, dans le cadre de ce travail du cirque auquel plusieurs personnes du département ont contribué, essayé d'estimer la part attribuable des cancers à certaines expositions à des polluants présents, entre autres, dans l'eau, comme l'arsenic. Mais c'était un travail assez compliqué et incomplet du fait, notamment, on manque de données d'exposition en France. Merci. Beaucoup de questions de rappel à fournir à l'auditoire sur les facteurs de risque de cancer du sein. Quels sont ceux qui sont établis aujourd'hui et ceux suspectés, avec notamment qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du risque en lien avec le travail, un travail cancer du sein. Est-ce qu'on a des données sur les conditions de travail et le risque de cancer du sein? Voilà, est-ce qu'on peut faire un rappel sur les facteurs de risque aujourd'hui établis, d'autres suspectés qui font l'objet d'études? Peut-être Béatrice et Delphine. Ou Amina, peut-être tu veux répondre? Amina. Tu en as parlé dans ta présentation. Mais du coup, les facteurs de risque, les principaux qui sont établis, connus, on a l'âge, un âge augmenté, comme a dit Béatrice, on a les facteurs reproductifs, tout ce qui est puberté tardive, un âge à la première grossesse ou encore la nulliparité, c'est-à-dire les femmes qui n'ont pas d'enfants, le manque d'allaitement, une ménopause tardive, tous ces facteurs reproductifs sont connus pour augmenter le risque du cancer du sein. On a les facteurs génétiques qui sont aussi établis, 5 à 10% des facteurs du cancer du sein.
et dont les gènes BRCA1, BRCA2, les antécédents familiaux de cancer, mais aussi les antécédents personnels de cancer du sein. Quelqu'un qui a déjà un cancer du sein a un risque de développer un second cancer ou un autre cancer. Après, les facteurs environnementaux, on travaille dessus. C'est pas, dans le cadre du cancer du sein, ce n'est pas établi, mais on a des suspicions. Nous, dans le cadre de ZNR, on a montré pas mal, surtout les polluants qui ont des effets perturbateurs endocriniens. Après, les autres facteurs, bon, c'est plutôt les principaux. D'accord, merci. Et par rapport aux conditions de travail, je pense au travail de nuit ou d'autres facteurs qui auraient pu être étudiés dans le risque de cancer du sein. Effectivement, on a peu de facteurs professionnels aujourd'hui connus pour le cancer du sein. Un facteur qui est classé par le CIR comme probablement cancérogène, c'est le travail de nuit ou le travail posté avec donc un changement d'horaire qui est associé au risque de cancer du sein. C'est aujourd'hui classé en probablement cancérogène et les études restent hétérogènes sur le sujet. Ce n'est pas parce qu'on a fait à un moment donné un travail posté, mais les études, là où il y a une augmentation du risque, c'est surtout pour des travail posté ou travail de nuit sur des longues durées. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a il y a une question qui est revenue sur les facteurs de risque de cancer du sein triple négatif. Est-ce qu'il y a des études qui explorent sur certains types de cancer du sein en particulier, qui font l'objet d'études ou d'investigations? Donc c'est plusieurs questions à ce sujet. Ou est-ce que c'est sur le cancer du sein, on va dire non métastatique? Est-ce qu'on a des niveaux d'information un peu différents selon le type de cancer du sein? Oui. Vas-y. Du coup, nous, concernant le projet ZNR, on a regardé plutôt les ER négatifs et les doubles négatifs. Pour les triples négatifs, c'est-à-dire ER-, PR-, HER2-, on a moins d'informations disponibles pour le HER2-, ce qui fait que pour les triples négatifs, on n'a pas trouvé d'association, mais on manque sûrement de puissance dans le cadre de la pollution de l'air. Mais ce que je sais, par exemple, pour les polluants, pour les cancer du sein triple négatif, il y a l'ethnicité. Je sais que ça a été associé, par exemple, les femmes d'origine africaine ont un risque élevé de développer ces types de cancer. Mais après, les autres facteurs de risque des triples négatifs, je ne sais pas, peut-être Béatrice pourrait rajouter des choses là-dessus. Non, effectivement, merci Amina. La problématique aujourd'hui dans les grandes cohortes, c'est que les triples négatifs, ça veut dire 3 récepteurs qui sont négatifs. C'est les récepteurs, comme dit Amina, aux estrogènes, au progestérone, à la progestérone et le récepteur HER2. Et que dans les études épidémiologiques aujourd'hui, on n'a pas encore beaucoup d'études qui ont ces 3 facteurs. Après, effectivement, sur les facteurs, sur les récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone, on sait effectivement qu'il y a peut-être des risques différentiels pour certains facteurs. On a trouvé, nous, pour la pollution de l'air. Et donc, on peut imaginer aussi qu'il y a des risques différentiels pour les triples négatifs. Merci beaucoup. On arrive presque à la fin de ce webinaire. On va prendre encore peut-être 1 ou 2 questions et puis les autres feront l'objet de réponses qu'on publiera aussi au moment où on vous postera le replay du webinaire. Une question autour de la pollution pour Thomas et Delphine et Amina, une autre peut-être
Après, pour Béatrice, sur les clusters de cancer pédiatrique en France. Donc, on va commencer sur les polluants de l'air. C'est vrai que se multiplient un certain nombre d'outils. Les purificateurs d'air sont assez à la mode. Est-ce qu'on a des données suffisantes sur les bénéfices de ce type de matériel pour diminuer la pollution de l'air intérieur, ou est-ce que leur impact n'est pas mesurable? Alors, je ne suis pas expert de la question, donc je ne pourrais pas répondre de manière complète à cette question. Ce que je sais, c'est que cette technologie-là existe depuis quelques années et qu'au tout début de l'apparition de cette technologie, elle avait été beaucoup critiquée parce que justement, elle ne produisait pas les résultats promis. Il me semble que les dernières versions de ces purificateurs d'air ont pu montrer, pour certains polluants, notamment le pollen, des réductions de concentration. Mais il me semble que pour que ce soit efficace, c'était des purificateurs avec des technologies assez avancées, l'utilisation notamment de filtres à charbon actif, voilà, des choses assez spécifiques pour que ce soit efficace. Après, voilà, je n'ai pas spécialement assez lu d'articles là-dessus pour être affirmatif. Merci. Et donc, la dernière question vient du constat de certains internautes de l'existence de plusieurs cas d'identification de cas de cancer chez l'enfant dans certains territoires. Est-ce qu'il y a des recherches en cours? Est-ce qu'il y a des suspicions du rôle de l'exposition à des pesticides sur l'incidence de ces cancers de l'enfant? Et puis, globalement, comment traiter cette question de ces cas de clusters de cancer, à la fois d'un point de vue des recherches menées, et puis qu'est-ce qui peut être aussi développé en termes d'information du public sur ces cancers? D'accord. Donc, effectivement, la question des clusters. Alors, clusters de cancer, ça veut dire de regroupement inhabituel dans le temps et dans l'espace. Ça peut être des clusters réels ou des clusters perçus. Et donc, l'alerte parfois donnée par des patients concernés ou dans le cadre des cancers pédiatriques par les parents, de la perception d'une augmentation d'un certain nombre de cancers sur un lieu ou dans un temps très court. Il faut, c'est important d'analyser ces perceptions et l'apparition de ces clusters de l'enfant, des cancers de l'enfant ou d'une manière générale des clusters perçus de maladies. Premièrement, ces perceptions, donc c'est des perceptions qui nécessitent d'être investiguées. Il y a plusieurs étapes à l'investigation. Une première étape, c'est effectivement une étude épidémiologique visant à analyser s'il y a effectivement sur un territoire, dans une ville, dans un quartier, dans une zone plus rurale, sur une période donnée, une augmentation du nombre de cas qui ont été observés. C'est une première étape importante qui permet, dans certains cas, de confirmer ou infirmer l'existence d'un cluster, qui dans d'autres cas, parfois, ce n'est pas possible de l'affirmer, puisque quand on travaille notamment sur des pathologies rares, il est très difficile de dire sur une petite zone, oui, les 3 cas observés ou 4 cas observés, c'est effectivement réellement plus que les 3 cas attendus, puisque la répartition des cancers n'est pas de façon homogène dans l'espace et dans le temps. Et donc, de se poser la question, est-ce que oui ou non, il y a une augmentation à partir notamment des registres de cancer. Puis, il y a une deuxième étape qui est importante de voir sur ce territoire, est-ce qu'il y a éventuellement identification d'une exposition particulière qui peut être observée
et pour laquelle éventuellement on a des suspicions de lien avec les cas de cancer observés. Il y a toujours aussi la question à se poser, est-ce que les cas de cancer observés, est-ce que c'est une même pathologie cancéreuse? Parce que comme vous avez vu avec cette présentation des cas des cancers attribuables, tous les cancers ne partagent pas les mêmes facteurs de risque. Et donc, est-ce que c'est un même type de cancer et est-ce que les cas de cancer observés partagent-ils des mêmes facteurs de risque? Est-ce qu'il existe éventuellement une exposition environnementale où parfois on peut observer ces clusters dans une usine ou professionnelle que partagent les personnes concernées et donc de creuser cette analyse de l'exposition. Une problématique que posent ces clusters, réels ou perçus, sont qu'il est très difficile de mener des études de recherche à partir de ces clusters qui sont souvent, comportent souvent un faible nombre de cancers, ne permettant pas de mener des études comme, par exemple, on vous les a présentées ce soir, puisqu'on parle de puissance statistique, on n'a pas un nombre suffisamment de cas. Néanmoins, c'est des données assez importantes à investiguer en collaboration avec les personnes qui font ces signalements et qui peuvent, dans pas mal de cas, donner des signalements et des hypothèses pour la recherche. J'utilise un exemple qui ne vient pas du côté environnemental, mais qui vient du côté professionnel. Il y a déjà un certain nombre d'années des cas de cancer du rein qui ont été signalés dans certains secteurs industriels, dans certaines usines, avec une interrogation, est-ce qu'il y a éventuellement une exposition notamment à un cancérogène, à une substance, à un solvant, aujourd'hui connu cancérogène, qui est le trichloréthylène. Et à l'époque, ces clusters n'ont pas permis de retenir ce lien avec le trichloréthylène. Néanmoins, la question était importante et des études épidémiologiques ont été lancées à partir de ces observations de clusters et effectivement, ils ont pu confirmer le lien entre ces cas de cancer du rein et le trichloréthylène dans les études épidémiologiques. Des études sur les mécanismes sont suivies et aujourd'hui, le trichloréthylène a été classé depuis déjà plusieurs années cancérogène certain et il existe depuis quelques semaines un tableau de maladies professionnelles pour ces cancers du rein. Donc, vous voyez, c'est quelque chose en étape et ce signalement de cluster, même si à l'époque, il n'était pas possible de conclure un lien avec l'exposition au trichloréthylène, a été très important pour lancer des études épidémiologiques et à investiguer la question dans les études plus grandes. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes pour votre participation active à ce webinaire qui se termine. Je tiens à remercier le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et la métropole de Lyon pour leur soutien sur nos activités d'information des publics. Vous allez retrouver le replay de ce webinaire donc, sur les réseaux sociaux du Centre Léon Bérard, YouTube, Facebook, les sites internet. Et on vous donne rendez-vous à la rentrée pour de prochains webinaires. Le prochain aura pour thématique dédiée l'alimentation en prévention des cancers. Très bon été à tous et à très bientôt sur le Centre Léon Bérard et aussi sur ces actions digitales pour vous informer et répondre à vos questions et dialoguer avec vous sur ces enjeux de cancer liés à l'environnement. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.